Salut à tous. Aujourd'hui, on va être sur une vidéo un tout petit peu gossip quand même. C'est pour ça que ça va être compliqué pour moi de réaliser ce type de vidéo parce que j'aime pas trop parler de ma vie privée, j'ai du mal à m'exposer. Mais là, on va faire du gossip parce que au final, ça m'a appris des choses et que c'est nécessaire. Euh, et que juste pour moi de revenir dessus et d'en tirer des enseignements, ça va m'aider moi-même à progresser et potentiellement ça va vous aider vous-même si vous êtes dans un cas comme moi, si vous êtes une personne naïve qui découvrez seulement comment la vie fonctionne. Peut-être que ça va vous aider, peut-être que vous allez apprendre quelque chose dessus. Mais du coup, ça va être une vidéo gossip sans être directement gossip parce que je veux toujours partager quelque chose sur cette chaîne. Seulement, je me permets de tout partager tant que ça vous apporte quelque chose, autant que ça m'apporte quelque chose. C'est pour ça que je partage ça sur YouTube, c'est pas pour faire du gossip pour faire du gossip. C'est pour ça que j'ai attendu avant de faire cette vidéo, parce que je voulais savoir en fait au final qu'est-ce que j'apporterais aux autres, qu'est-ce que cette expérience-là m'a apporté. Donc là maintenant, je pense être claire sur ce que ça m'a apporté, c'est pour ça que je fais cette vidéo. Donc on va rentrer un petit peu sur du gossip pour que je puisse vous expliquer. Et du coup, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que je me suis fait virer il y a un mois de cela. Et, euh, et au final, c'est une très bonne chose. C'est pour ça que vous ne me voyez pas en train de pleurer, vous ne me voyez pas dans le mal. C'est une très bonne chose parce que même moi, je voulais démissionner le même mois ou même le deuxième mois dans lequel je travaillais dans cette entreprise-là. Donc c'est vraiment quelque chose qui ne me choque pas, qui ne me fait pas du tout mal, parce qu'en plus j'ai plein de plans, je suis bien. Mais c'est juste en fait, je suis plus choquée par rapport à l'action en fait, à ce qui s'est passé, plutôt que moi de me dire que bah, je suis triste d'avoir perdu mon travail. Parce que comme je vous ai dit que ce travail-là, je voulais vraiment partir de ce travail-là. Donc ça me choque pas, mais c'est vraiment tout ce qui s'est passé autour et vraiment ce que, en tant qu'entrepreneur, on peut retenir de cette histoire que j'aimerais vous partager. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo parce que j'aurai un annoncement. Un annoncement, ça n'existe pas. Ça, c'est encore moi qui mélange le français et l'anglais, mais une annonce à vous faire. J'aurai une annonce à vous faire à la fin de la vidéo, donc suivez bien jusqu'à la fin si vous voulez ne pas louper la super annonce qui me rend super fière. De faire également cette vidéo là parce qu'au final cette mauvaise chose m'a permis de me lancer dans quelque chose d'encore mieux et m'a permis moi-même de passer à comment dire, passer à une nouvelle étape et level up comme on dit en anglais. Encore une fois, je suis désolée, je mélange tout le temps l'anglais et le français, mais c'est juste que la plupart du temps je travaille en anglais, donc c'est les mots qui me viennent un peu plus naturellement. Mais donc voilà, je travaillais dans une entreprise depuis avril et j'ai été virée, on m'a annoncé ça fin août. Euh, Ouais, fin août. Et du coup, là maintenant, on est début octobre et je ne travaille plus dans cette entreprise-là. Pour vous donner un petit peu de contexte, les personnes qui me suivent sur Instagram ont potentiellement vu ça quand je me suis lancée. En fait, j'aime trop travailler. Je suis quelqu'un qui aime vraiment travailler. Genre, je sais qu'il y a certaines personnes, c'est l'argent qui motive. Bien sûr, on ne travaille pas pour des cacahuètes et que l'argent, c'est cool. Mais en fait, j'aime juste le plaisir de travailler, de ne pas rester sans rien faire. Ça donne vraiment un sens à ma vie. C'est pour ça que je me lance dans ce truc entrepreneurial-là. En plus de mon souhait de vraiment faire percer les cosmétiques ethniques, on va dire, et d'offrir un peu plus de choix aux femmes afro. Mais c'est vraiment le fait juste que j'aime travailler, j'aime le lancer dans de nouvelles aventures, j'aime faire des choses différentes. Et ça me stimule en fait, ça me stimule énormément. Du coup, quand j'ai eu ce travail en avril, j'étais la plus heureuse du monde. Parce qu'en fait, je venais d'être diplômée, j'ai été diplômée en, en septembre de 2020. Ouais, septembre 2020, j'étais diplômée. Et du coup, j'ai commencé à chercher du travail. Ça m'a pris un peu plus de temps que ce que je pensais, parce que bien sûr, je suis sortie d'une école un peu réputée en communication en tout cas. Et en général, dans un contexte normal, limite, c'est les annonceurs, c'est-à-dire c'est les clients qui viennent vous chercher pour travailler avec vous. Limite, vous n'avez même pas besoin de chercher. Et juste en général, quand tu sors de ce type d'école privée, ton CV est assez blindé parce qu'il t'impose vraiment de faire des expériences professionnelles, des stages pendant toute ta carrière. Du coup, quand tu sors, tu sais déjà faire des choses et c'est ce que valorisent les entreprises. Et moi, je m'étais toujours efforcée d'avoir des superbes expériences parce que je savais que je venais de loin et que dans ma vie n'a pas été facile. J'ai pas les mêmes opportunités que d'autres personnes, j'ai pas les contacts comme certaines personnes l'avaient dans ma classe, donc je devais toujours redoubler d'efforts. Et donc j'ai fait ces efforts-là, j'ai eu toutes les expériences qu'il fallait.
j'ai eu de bonnes entreprises, très bonnes entreprises, toutes les entreprises qu'il me fallait. J'avais un CV en béton, mais j'ai galéré à trouver du travail. Du coup, j'ai mis à peu près 6 mois, je crois, pour trouver du travail, de septembre jusqu'à... C'est en mars que j'ai trouvé ce travail-là. Parce que j'ai passé des entretiens. C'est ça qui est cool, c'est qu'on voyait que mon CV intéressait énormément parce que j'avais toujours des entretiens, mais c'est juste que ça n'aboutissait pas à ce que je voulais ou juste l'entreprise ne m'intéressait pas vraiment. Donc j'ai mis quelques temps avant d'avoir mon premier travail et en mars, j'ai enfin conclu... j'ai signé mon contrat avec cette entreprise-là, j'étais tellement heureuse. Je vais pas mentionner l'entreprise parce que je vais pas rentrer dans dénigrer quoi que ce soit, qui que ce soit, ou voilà. Mais ceux qui étaient sur Instagram le sauront très probablement et ont suivi un petit peu cette expérience-là sur Instagram parce que je partageais un petit peu un bout de tout ça. Et en fait, quand je suis rentrée dans cette entreprise-là, j'étais tellement heureuse de travailler. En plus, j'avais un poste hyper cool parce que j'étais un peu brand manager de la marque pour la France. C'est-à-dire que je gérais vraiment, je fais comme ce que je fais avec Utopia, en fait, c'est moi qui gère tout, de la communication au marketing, côté commercial, vraiment tout pour la marque. Et ça, c'est juste énorme. C'est pour ça que j'adore travailler avec des startups, voire des PME ou petites entreprises, parce qu'en fait, à ce côté-là où tu peux toucher à tout. J'ai travaillé pour des grandes entreprises avant, j'ai travaillé pour Disneyland Paris, pardon. Là, j'ai eu la chance parce que j'avais un beau poste, pareil, je touchais à tout, j'étais dans le marketing international, je touchais à tout. Mais même si je touchais à tout en théorie, en pratique, je touchais pas tellement à tout que ça parce qu'au final, tout est très, quand t'es dans une grosse entreprise, tout est très organisé par département. Et au final, si aujourd'hui j'ai besoin de quelque chose, je dois demander au département tel, qui va demander au département tel, qui va faire le truc, nous envoyer. Donc c'est pas aussi direct que quand tu travailles dans une petite entreprise et que toi tu touches à tout. Donc j'ai kiffé avoir ce poste où j'étais dans une petite structure, relativement petite parce qu'on va dire ils étaient peut-être 50 à 60 employés, donc c'était pas mal quand même. Mais ça restait quand même une petite structure à comparer avec Disney ou d'autres entreprises dans lesquelles j'ai travaillé avant où on atteignait facilement les 100 voire plus d'employés. Et j'étais super contente, comme je vous ai dit, je touchais à tout. J'avais le côté international parce que c'est vraiment pour ça que j'ai choisi ma formation. Je veux voyager, je veux travailler avec des étrangers, je veux pas rester en France et travailler avec des Français, ça ne m'apporte rien, je veux découvrir le monde. Et là, j'avais la possibilité, je travaillais pour une entreprise européenne étrangère. J'avais la possibilité de travailler de n'importe où parce que c'était en freelance et j'étais totalement en 100% télétravail. Et voilà, et j'étais plutôt bien payée, j'étais rémunérée de manière correcte par rapport à tous les gens, beaucoup de personnes à qui j'ai parlé de ma classe. Donc tout allait bien, j'étais super heureuse, j'étais hyper excitée de commencer. Même si j'avais toujours Utopia à côté, je savais que je délaissais un peu à Utopia, mais il me fallait les fonds en fait. C'est pour ça que j'ai décidé de travailler, parce que oui, la question s'est posée aussi pour moi de rester au chômage, de rester peut-être 1 an sans travailler et d'essayer de faire exploser Utopia. Mais je savais qu'avec un produit, ou même 2 produits au final techniquement, parce que j'en ai 2, j'allais pas réussir à faire percer ma marque. En tout cas parce que j'ai des ambitions énormes pour ma marque. Et il me faut des thunes, il me faut de l'argent. Donc c'est pour ça que je me suis lancée directement dans chercher un travail parce que je sais que c'est pas que pour moi en fait. Au final, je suis jeune, je suis seule. Enfin, même si je dois aider ma famille, je contribue avec ma famille. Moi toute seule, j'ai pas de besoin qui nécessite d'avoir un travail, un CDI sur le long terme au final. J'ai pas de besoin actif, j'ai pas de bouche à nourrir activement. Donc j'avais pas forcément besoin de travailler. Je pouvais me lancer dans Utopia, mais pour Utopia justement, c'est pour Utopia que j'ai travaillé parce que j'avais besoin d'argent pour réinvestir dans Utopia. Donc voilà, je vous donne un peu le contexte pour que vous sachiez. Du coup, j'ai commencé à travailler pour cette entreprise-là en avril. La première semaine, tout allait bien. Première, deuxième semaine aussi, toujours tout allait bien. D'ailleurs, j'ai rencontré une autre collègue à moi parce que j'ai décidé d'aller à Barcelone vu que je pouvais travailler. C'était 100% télétravail et que j'en avais marre un peu de la France. J'adore pratiquer d'autres langues, découvrir d'autres personnes. Je connaissais déjà des personnes à Barcelone, donc je suis partie à Barcelone. J'avais une de mes collègues aussi qui était de Barcelone, donc je l'ai rencontrée là-bas. Donc je lui disais, les premières semaines, tout est bien, j'adore cette entreprise, tout se passe trop bien. On a la liberté de vraiment proposer ce qu'on veut. On est une petite équipe, donc c'est un peu comme une famille. Je suis super heureuse, tout est trop bien, on est trop chanceuse. Et puis au bout du premier mois, parce qu'en fait j'étais chargée de lancer la stratégie, de créer la stratégie, puis ensuite monitorer tout et vraiment tout faire pour que l'entreprise se lance sur le marché français. Encore une fois, c'est une entreprise étrangère qui voulait vraiment se lancer sur le marché français. Donc je réalise toute ma stratégie, elle est validée par ma manager, même si parfois il y avait un petit peu des problèmes d'organisation que je voyais dès le départ, parce que je sortais de Disney, c'était ma dernière expérience. Disney où justement on m'a appris à être très rigoureuse, moi qui n'ai pas
Je suis pas du tout la plus organisée des personnes. Je m'en sors, mais je suis pas très organisée. À chaque fois, on me tapait sur les doigts à Disney jusqu'à ce que c'est rentré. L'organisation de Disney est rentrée dans ma tête. Et quand je vais dans cette entreprise-là, c'est totalement le contraire. C'est vraiment, fais ce que tu veux. Ouais, c'est moi qui dois courir après ma manager pour essayer de valider les choses. Rien n'est forcément hyper organisé. Ils n'ont même pas de guidelines. En gros, les directives à suivre. Quand tu rentres dans une entreprise, ils vont te dire, ok, la couleur de notre logo, c'est comme ça, et ça reste que comme ça. Ça, c'est l'écriture qu'on utilise. Tu dois pas faire ça, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Ils n'avaient même pas ça. Donc, dès le départ, j'ai trouvé ça très bizarre et c'était un mauvais point. Mais je m'en suis pas souciée, j'étais toujours au meilleur du meilleur. Je travaillais à l'étranger, comme c'était mon rêve. Tout se passait hyper bien. Et en plus, en fait, j'avais un contrat de freelance avec eux, donc je pouvais totalement travailler à côté pour Utopia, même si à cette période-là, j'avais absolument pas le temps. C'est vraiment ce côté freelance-là où au final, j'ai pas de contrat d'exclusivité avec l'entreprise et qu'ils savent que j'ai mon entreprise à côté et que je travaille également pour mon entreprise. C'est ce qui m'a plu également. Donc j'étais en freelance, je travaillais à l'étranger, je faisais du marketing international. J'avais des collègues étrangers, je parlais en anglais, c'était le kiff pour moi, vraiment tout ce que j'avais toujours souhaité d'avoir. Du coup, le premier mois où j'ai lancé ma campagne pour la France, il s'est passé plein de choses. D'un coup, ma manager a commencé à être moins sympathique, être beaucoup plus, à nous parler beaucoup plus froidement, mais très très froidement, limite comme si on était ses esclaves, et c'est un truc que c'était pas quelque chose qu'elle faisait uniquement à moi. Ça m'a tilté au départ, mais encore une fois, en tant que freelance, je ne travaillais pas dans les bureaux avec eux, donc j'avais pas forcément à la côtoyer tout le temps. C'est uniquement quand elle m'envoyait un message ou quand on avait des réunions que je devais vraiment la côtoyer. Et vu que je lançais ma stratégie, que je commençais à tout appliquer, créer les réseaux sociaux, faire de la pub, faire plein d'activités, c'est là elle a dévoilé sa personnalité. Mais avec le recul, j'ai vu que cette maltraitance-là qu'elle m'a fait subir, au final ça ne venait pas d'elle, ça venait du dessus. Mais c'est ce que j'ai compris après. Donc elle m'a vraiment très très mauvais traitement. Au final, c'était une jeune fille aussi pour un poste de manager. Elle était très jeune pour manager une équipe et ça se voyait parce qu'elle le faisait pas forcément hyper bien. Et en fait, on a eu plein de problèmes comme ça et jusqu'à un moment où j'en pouvais plus. Comme je vous ai dit encore une fois, je suis une jeune fille, je n'ai pas forcément besoin de travailler dans l'absolu. Si demain je n'ai pas de travail, c'est pas la fin du monde. J'ai la chance de vivre encore chez ma mère et d'avoir ma mère que je sais qui pourra m'aider. Donc je me suis dit, ma mère elle a vu, j'ai maigri énormément, je ne mangeais plus rien, j'étais vraiment au bout de ma vie, je dormais à peine, je travaillais les week-ends, matin, midi, soir, tous les jours, pour qu'on me traite archi mal et qu'on ne reconnaisse pas mon travail, c'est ça que j'ai détesté. Parce qu'encore une fois, comme je vous dis, j'adore travailler, je peux travailler nuit et jour, je sais que c'est un truc qu'on déconseille de faire, travailler même les week-ends pour une entreprise, ça ne me dérange pas, ou même après le travail, tant que j'aime et que mon travail est valorisé. Et malheureusement, je travaillais, je me donnais énormément et en plus on prenait ça pour m'insulter. Et j'avais même décidé de démissionner. Je lui ai dit, vraiment, j'étais en mode, j'ai dit à ma collègue, cet après-midi je démissionne parce qu'on a eu une dispute avec ma manager. J'étais là, je suis pas venue ici pour souffrir, donc je voulais démissionner. Et au final, on m'a proposé de travailler en plus pour leur deuxième marque qui était une marque de cosmétiques. J'étais en mode, waouh, c'est trop bien, j'adore. Mais en même temps, je suis hyper fâchée parce que cette entreprise, c'est vraiment... Niveau traitement, c'est vraiment horrible. Mais en même temps, ils me proposent des choses que j'aime faire. Est-ce que ça veut dire que j'ai une promotion? Au final, je me suis rendu compte que ça n'a aucune promotion, bien sûr, dans les startups. Leur but, c'est de t'exploiter le plus que possible sans te payer à la juste valeur des tâches qu'ils te donnent. Sinon, l'entreprise ne grandit pas. Mais j'étais quand même hyper contente parce qu'au final, c'est de l'expérience que je valorise. Parfois, quand t'es jeune, je sais qu'on t'exploite toujours beaucoup. Mais si on m'exploite et qu'au final cette exploitation-là, je vois que ça peut m'arranger pour le futur, j'accepte d'être exploitée. C'est pour ça que j'ai accepté de travailler pour les deux marques en même temps, leur marque de cosmétiques ainsi que leur marque normale. Parce que je savais que les cosmétiques c'est mon truc, je voulais apprendre quelque chose de nouveau. En plus, dans leur marque était vraiment un peu différente par rapport à la mienne. Donc c'était vraiment hyper intéressant, c'était vraiment genre en mode ok, je me suis dit Dieu m'a donné un challenge, il veut que je fasse ça. Et juste au final, je me suis dit qu'au final, vu que je travaille à distance et que j'ai pas à la côtoyer tous les jours au bureau ou quoi que ce soit, je peux supporter ça et je peux continuer à avancer. Donc c'est comme ça que j'ai continué à avancer et c'est également aussi grâce à une collègue que j'ai rencontrée qui est vraiment une super pote à moi maintenant
que j'ai réussi à supporter cette entreprise-là jusqu'à m'être fait virer après. Parce qu'en fait, on s'est découvertes, on a eu vraiment un coup de cœur amical, on a fait plein de choses, elle m'a appris énormément de choses, on avait un feeling de fou malade, limite les autres personnes dans l'entreprise limite nous jalousaient par rapport à ça parce qu'on s'entendait tellement bien et au final on était les deux seuls freelances de l'entreprise alors que tous les autres ils travaillaient dans leur pays, dans un bureau, même à distance quand même parfois, mais ils se connaissaient tous sauf nous deux qui étions recrutés en freelance. Moi je travaillais pour le marché français et elle travaillait pour le marché allemand. Donc voilà, c'est vraiment grâce à cette femme parce qu'au final elle est beaucoup plus âgée que moi, c'est cette femme-là que mon expérience dans cette entreprise s'est améliorée parce qu'on en a profité pour voyager vu qu'on était freelance. J'ai énormément voyagé un peu partout en Espagne. J'ai vraiment découvert la vie de digital nomade où je pouvais voyager, travailler en même temps vu que j'ai uniquement besoin de mon ordinateur. Et j'ai pu vraiment profiter de la liberté que tu as et du bien-être que ça t'apporte quand tu travailles et que tu n'as pas à aller au bureau tous les jours et que c'est vraiment genre ça te fait gagner du temps. Et en même temps, ça te libère l'esprit vraiment de certaines pressions sociales inutiles. Voilà, il y avait tout ça en moins. Je vivais ma meilleure vie avec cette fille-là, j'avais des nouvelles expériences et je supportais plus ou moins ma manager à côté ainsi que l'entreprise. Parce que elle aussi, cette collègue-là, elle aussi, elle avait les mêmes problèmes que moi. Donc, tout s'est passé comme ça, je voulais démissionner, mais j'ai pas démissionné, j'ai tenu plusieurs mois jusqu'en août, où on voyait que il se passe, c'est pas que c'était, enfin déjà de 1, ma manager a démissionné, elle est partie de l'entreprise, je pense qu'elle avait pressenti un petit peu ce qui se passait dans l'entreprise, elle ne voulait plus faire partie de ça, et en fait elle a été le souffre-douleur, c'est ce qu'on s'est rendu compte après, quand on a eu un peu plus de contact avec les vrais CEO, c'est que les CEO lui mettaient tellement de pression, mais une pression énorme qu'elle remettait sur nous, et limite elle essayait un peu de nous protéger, mais malgré tout, c'était tellement mauvais et qu'elle ne savait pas gérer au final le fait d'être manager qu'au final ça nous retombait dessus quand même. Mais du coup elle a démissionné. Elle a démissionné peut-être un mois avant que je ne sois virée. Et ensuite on pensait être plus libre parce que une des CEO est revenue travailler et elle avait l'air sympa a priori, tout se passait bien. Du coup ma manager est partie. Ensuite, ma collègue allemande avec qui je vous ai dit que je m'entendais super bien, elle a reçu un message un peu bizarre du CEO sans objet, juste est-ce qu'on peut avoir un meeting. Elle a eu un meeting, elle avait très peur pour ce meeting là, mais moi comme je suis Muriel, toujours l'optimiste, la naïve, la fille naïve pour rien, j'étais là non mais peut-être qu'il veut te proposer un nouveau truc, comme à moi ils m'ont proposé de travailler pour leur nouvelle entreprise, pour leur deuxième entreprise, alors que pas du tout. Elle me disait qu'elle avait un mauvais pressentiment et au final ils lui ont dit qu'elle était virée, qu'ils devaient la laisser partir parce que l'entreprise était en très mauvais état au niveau financier en fait. Ils n'avaient plus les moyens de la garder et ils avaient besoin de son salaire, de tout ce qu'ils injectaient dans son salaire pour pouvoir investir en recherche et développement. À savoir qu'elle avait un salaire beaucoup plus élevé que moi, donc ça faisait sens entre guillemets de virer les personnes qui ont un salaire le plus élevé, en fait qui coûtent le plus à l'entreprise en premier. Du coup on était vraiment dévastés, on ne s'y attendait pas parce qu'on a été recrutés quasiment au même moment cette année. Comment est-ce qu'une entreprise te recrute et te vire la même année? Et voilà, ce qu'il faut préciser c'est qu'ils l'ont viré absolument pas pour faute de travail, faute grave, c'était vraiment juste parce que ils n'avaient plus d'argent pour vraiment payer son salaire et qu'ils avaient besoin en fait de l'argent qu'ils investissaient dans son salaire pour réinvestir dans l'entreprise parce que l'entreprise en fait ce qu'on savait pas c'est qu'elle était en très mauvais point. L'entreprise était financièrement et vraiment dans le mal et du coup ils ont commencé à virer les personnes qui avaient le plus gros salaire et qui coûtaient le plus à l'entreprise. Du coup ils l'ont viré elle. Lui aussi le CEO il m'avait envoyé un message pour me dire qu'il voulait une réunion avec moi. Mais on s'est pas trop inquiété parce que moi régulièrement j'étais en contact avec lui parce qu'il me donnait des directives pour travailler pour l'autre marque et vu que je travaillais déjà pour 2 marques, c'était un peu inconcevable pour nous de se dire qu'ils allaient fermer le marché français et en plus fermer l'autre marque pour laquelle je travaillais. Donc je m'inquiétais pas non particulièrement, mais j'aurais pas non plus été choquée qu'ils me virent. Donc au final ça a continué comme ça, ma collègue a fini son dernier mois de travail, moi c'était toujours rien, il y avait vraiment toujours aucune nouvelle, jusqu'à ce qu'après on m'annonce que du coup le CEO il voulait me voir, pareil un email trop bizarre, juste est-ce qu'on peut se voir, aucun objet dans le truc, tellement dans l'email, tellement pas professionnel dans la façon d'annoncer ça. Et du coup on se voit, on a un meeting et je le vois, il était tellement dans le mal.
il était tellement dans le mal, il avait du mal à me regarder dans les yeux. Il cherchait un petit peu ses mots, il savait pas quoi dire, j'étais plus gênée pour lui que au final, je m'attendais un peu à ce qu'il allait me dire, mais j'étais tellement gênée pour lui que j'étais en mode, vas-y, accouche, tu veux que je t'aide ou qu'est-ce qui se passe? Et du coup, il me dit, ouais, Muriel, je suis vraiment désolée, mais on va devoir te laisser partir, ça n'a vraiment rien à voir avec ton travail, mais malheureusement, l'entreprise est en très mauvais état, et on a besoin de récupérer les salaires pour pouvoir investir en recherche et développement. Et du coup, moi j'ai réagi normal. Je pense qu'il était surpris, j'étais vraiment même pas surprise, j'étais totalement normale. Je lui ai dit, ok, vraiment pas de souci, je comprends. Et vu qu'il savait que j'avais mon entreprise et que j'étais entrepreneur, plutôt que qu'il me blablate sur le fait, oui, je suis désolée, peut-être dans le futur on pourra retravailler ensemble, ça ne m'intéressait pas, vu que je vous ai dit que l'entreprise, j'ai tellement souffert dans cette entreprise-là que je ne voulais plus de ça. Je me suis dit que j'allais juste lui poser des questions pour moi, en fait. Comme je vous ai dit, on cherche toujours ce qui nous sert à nous également. C'est un entrepreneur, il a créé plusieurs entreprises, il a cette entreprise-là qui a du succès, il avait d'autres entreprises également. Qu'est-ce qui se passe pour que aujourd'hui, après près de 10 ans d'existence, l'entreprise se porte à un point qu'il doit virer des employés? Parce que moi, au départ, je croyais que c'était que moi et ma collègue, mais au final, on s'est rendu compte qu'il a dû virer une dizaine, voire une dizaine d'employés, et au final, il y en a quand même quelques-uns qui sont partis d'eux-mêmes parce qu'ils n'en pouvaient plus de cette entreprise. Donc, comment ça se passe que 10 ans après ton entreprise, parce qu'on nous dit en général qu'il faut 3 à 4 ans pour voir vraiment si une entreprise va durer sur la longueur, mais non, regardez, 10 ans après, son entreprise est en train de faire faillite et il a besoin de virer des personnes pour pouvoir récupérer l'argent qu'il a investi dans son entreprise et qu'il a investi dans les salaires pour réinvestir dans son entreprise. Et du coup, je lui ai posé la question et malheureusement, il est un peu tourné autour du pot, mais il m'a expliqué un petit peu l'histoire de l'entreprise. C'est que au final, l'entreprise n'a pas percé progressivement, mais ils étaient juste plutôt là au bon moment, au bon endroit au bon moment, parce qu'ils étaient au tout début d'Instagram. Instagram était une toute petite plateforme, donc la plateforme, dès que tu étais un peu le premier à poster sur Instagram, Instagram te mettait en avant très rapidement et t'arrivais à grossir très rapidement. Et en fait, c'est ça en fait. Et vu qu'ils créaient un contenu très beau, très visuellement nickel, c'était vraiment la plateforme qui leur correspondait au bon moment et ils étaient là, ils ont grandi sans vraiment jamais avoir eu à faire de gros efforts marketing, communication, vraiment se challenger. Ils ont juste eu le bon produit sur la bonne plateforme au bon moment et ça a marché. Et c'est ce que j'ai compris un petit peu sur ça. Et ça s'est vu parce qu'en fait, au final, à part moi et ma collègue, personne dans leur équipe ne faisait du marketing, n'était là pour du marketing. Et ça faisait 10 ans que l'entreprise existait. Et du coup, ils disaient que ouais, on a appris tout sur le tas. Mais ça se voyait parce qu'au final, quand on est rentré avec ma collègue, on avait tellement de choses à redire au niveau du marketing qu'ils faisaient, de tout ce qu'ils appliquaient. Parce que c'était pas bon en fait. Eux, ils étaient tous tout dans l'instantané, ils veulent des achats maintenant. Alors que le marketing, c'est le fait vraiment de communiquer le message de ton entreprise pour qu'un jour, les gens le comprennent tellement bien qu'ils fassent ta pub limite à ta place pour pas que tu aies tout le temps à réinvestir de l'argent pour pouvoir avoir des ventes. Il faut vraiment essayer de penser long terme aussi parce qu'il faut essayer de... Le marketing, malheureusement, ça se construit, c'est la différence entre le marketing et la com et la partie un peu plus commerciale où c'est vraiment effectuer des ventes. Le marketing, c'est pas forcément effectuer des ventes sur le coup directement, mais c'est construire vraiment la base qui va te permettre ensuite d'effectuer des ventes et de perdurer dans le temps. Et malheureusement tout ça, ils ne l'avaient pas. Et c'est ce que j'ai remarqué en fait en travaillant pour eux. C'est pour ça qu'on avait régulièrement des problèmes. Il n'y avait aucun professionnel même du marketing là-dedans. Parce que de un, ils ne voulaient pas employer, ils essayaient toujours d'exploiter leurs employés à faire 1 milliard de choses qu'ils ne savaient pas. Ils disaient ouais bon vous pouvez toujours apprendre et tout. Donc, mais ça n'a rien à voir entre apprendre quelque chose que moi j'ai été formée pendant plusieurs années en école et que j'ai payé chaque année pour qu'ils me forment de la meilleure manière que toi qui te dis oh je vais lire un livre de marketing et ça va passer. Non, c'est pas du tout la même chose et malheureusement c'était la mentalité qu'ils avaient. Du coup, cette expérience-là était très intéressante parce que ça m'a appris énormément de choses. Malgré tout, c'était ma première expérience de travail, c'était la pire que j'ai eue depuis que je commence mes stages. Tous mes stages avaient toujours des côtés négatifs, mais c'était toujours le meilleur. Enfin, pour moi, j'ai toujours vécu des choses merveilleuses, parce que bien sûr, je m'émerveille sur tout et n'importe quoi en général. Mais je pense que j'ai eu de la chance dans mes stages, j'ai toujours trouvé ce qu'il me fallait, j'ai toujours été hyper épanouie dans mon travail d'avant. Et cette entreprise-là, malgré le fait que j'étais épanouie au niveau des tâches que je réalisais, parce que c'était toujours dans le marketing,
J'avais un côté international, je touchais à tout et j'ai même appris à comment mettre en place des pubs Facebook, ce que j'utilise aujourd'hui pour Utopia. C'est pour ça qu'aussi que je ne veux pas arrêter de travailler à côté, parce qu'en travaillant à côté, ça me permet également d'avoir des apprentissages que je vais ensuite réinvestir dans Utopia. Donc voilà, cette entreprise-là, cette expérience-là m'a appris beaucoup, m'a marqué beaucoup, m'a fait grandir aussi et mûrir. Et c'est vraiment vers là que je voulais vous porter, c'est vraiment ces apprentissages-là que je voulais partager avec vous. Mais j'avais besoin de vous dire tout le contexte qui s'était passé avant. Mais du coup, maintenant, qu'est-ce que j'en ai retenu? Qu'est-ce que cette expérience-là m'a apporté, moi, en tant que Muriel, personnellement, et de manière générale sur le monde de l'entreprise, sur l'entrepreneuriat, que je pourrais vous partager? Du coup, en apprentissage général, ça m'a énormément appris sur le fait que, en fait, quand on crée notre entreprise, on rêve tous de vouloir percer demain, ou genre d'exploser d'un coup le lendemain dès qu'on l'a créée. Alors qu'au final, c'est ce que je vois avec cette entreprise-là, c'est que ils ont percé très rapidement sans faire d'efforts au final, parce qu'ils étaient au bon endroit au bon moment, comme je vous l'ai dit. Ils n'ont jamais vraiment eu à investir énormément en marketing, communication, à vraiment toucher à plein de choses et à apprendre. Bon, bien sûr, je ne réduis pas ce qu'ils font. Ils font des choses aussi en marketing et communication intéressantes, mais ça n'a jamais été le type d'entreprise comparé aux autres entreprises dans lesquelles j'ai travaillé, où ils avaient des équipes entières en marketing et communication, où c'était vraiment très structuré, où chaque fois ils testaient quelque chose, ils analysaient et ils voyaient le résultat et ensuite ils voyaient comment appliquer ça sur le futur, où là c'était vraiment bien organisé. Dans l'autre entreprise, c'était plus ok, on va faire un peu de tout, on voit ce que ça marche. Mais au final, vu que leurs produits étaient bons, ils étaient très bons au niveau de création de produits, leur produit est vraiment très bon, et qu'ils étaient sur la bonne plateforme, ça a vraiment marché de manière organique, c'est-à-dire de manière gratuite plus ou moins, sans qu'ils aient jamais besoin de faire énormément d'efforts. Et ce qui se passe, c'est que nous, du coup, quand on lance notre entreprise, moi je rêverais que mon entreprise perce demain et que ça fait déjà des milliers d'euros déjà, et que je puisse réinvestir et aller beaucoup plus loin dans ma vision, parce que j'ai vraiment une grande vision pour cette entreprise-là. Mais ce que je vois, c'est que malheureusement, si je ne passe pas par ces moments de difficulté, si je n'ai pas ces hauts et ces bas-là, et que d'un coup je perce et que voilà, je suis en haut du monde, entre guillemets, bah malheureusement, il y a le problème qu'on ne voit pas, qu'il y a quand même une difficulté à gérer un certain succès. Et c'est ce que j'ai vu avec cette entreprise-là. Rendez-vous compte que, bon, de un, il y avait un gros problème d'organisation, parce que le CEO a embauché genre près de 3-4 personnes cette année, qu'il a dû virer également cette année, parce qu'en même temps il n'avait plus les fonds. Comment ça se fait que de 1, pour ta propre entreprise, tu te rends compte à la fin de l'année que ton entreprise est limite en train de faire faillite, de 1, alors que toi tu recrutais plein de gens au début de l'année, enfin même pas au début de l'année, en avril, et que là en août il s'est rendu compte que l'entreprise allait faire faillite et qu'il a dû laisser partir des gens. De 1, à part ce côté organisation là, de 2, je pense qu'il y a un côté gestion du succès. Malheureusement ou bien, malheureusement pour eux je pense, parce que au final ils ont un très beau produit, mais ils sont pas ouverts au changement, ils sont pas ouverts à la nouveauté, ils sont pas ouverts à comment s'améliorer pour scale up, comme on dit en milieu startup en général, pour essayer de grandir à plus grande échelle. En fait, malheureusement, vu qu'ils n'ont pas grandi progressivement et qu'ils ont grandi d'un coup, ils ont l'impression qu'ils sont déjà bien, et ils sont restés beaucoup, je pense, dans leur zone de confort, même si bien sûr ils essayent de trouver des choses plus intéressantes pour avancer. Malheureusement, ils ne sont pas comme d'autres entreprises qui ont subi beaucoup d'échecs ou qui ont testé plein de choses pour pouvoir réussir et qui contrôlent leur succès en fait. Et je pense que en général, on voit beaucoup comment ça s'appelle, on voit beaucoup dans de stars qui ont des dépressions après avoir percé énormément, avoir eu beaucoup de succès. Parce qu'ils n'arrivent pas à gérer ce succès-là, parce que une chose c'est de percer, et une autre chose c'est d'arriver à gérer ta nouvelle vie. Et je pense que c'est assez valable pour une entreprise également. Si demain Utopia perce sans que je ne puisse l'expliquer, sans que je ne puisse dire que ok, c'est ces années-là d'avoir investi en communication, en pub, qui m'ont permis de percer, pour que ensuite je puisse appliquer ça à plus grande échelle pour percer encore plus et avoir une vraie structure solide qui tient sur le long terme. Si demain Utopia perce comme ça sans que je ne puisse l'expliquer, c'est cool parce que je vais avoir des fonds, mais si je ne sais pas gérer ça, je vais me retrouver comme lui quelques années après à ce que mon entreprise va couler, parce que je n'aurais pas appris à gérer cette croissance-là. J'aurais pas eu une croissance régulière, progressive, qui est vraiment basée sur des choses précises que j'ai faites et que j'ai appris à faire avec le temps. Mais plutôt sur, voilà, ok, demain mon produit plaît énormément, bim, ça grossit, mais comment est-ce que je contrôle
cette croissance-là, comment est-ce que je fais pour la maîtriser surtout et pour continuer à grandir progressivement et de la bonne manière. C'est vraiment ça que ça m'a appris et j'ai trouvé ça hyper triste pour eux de se dire que bon, leur entreprise ne fait pas un chiffre d'affaires de fou malade, parce que j'ai travaillé pour d'autres entreprises qui font un chiffre d'affaires de fou malade avant. Ils font quelques millions d'euros, mais juste assez pour survivre et continuer à grandir, parce que comme on le voit là, ils sont au bord de la faillite, ils ont besoin de licencier des gens pour pouvoir avancer, donc ça veut dire qu'ils sont vraiment... Ils ont juste de quoi continuer à avancer, mais ils n'ont pas non plus l'explosion au niveau du chiffre d'affaires. Donc c'est vraiment ce que ça m'a appris, c'est vraiment le fait que, au final, est-ce que je veux un succès du jour au lendemain? Je veux plutôt, je pense, un succès progressif que je pourrais expliquer, pour lequel j'aurais travaillé pour l'atteindre, et dont je saurais exactement d'où provient ce succès-là pour savoir le maîtriser. Et au final, si ce succès-là vient dans 4-5 ans, je l'aurais appréhendé parce que j'en aurais rêvé chaque jour, limite. J'aurais appliqué plein de stratégies différentes pour pouvoir essayer d'atteindre ce succès-là, donc je saurais d'où ça vient et je serais préparée mentalement pour que ça vienne. Alors que si ça vient demain et que je suis pas du tout prête, peut-être que je vais juste foirer ma chance que j'ai de pouvoir faire grossir mon entreprise. Donc c'est vraiment l'apprentissage général que je pense que tout le monde pourrait tirer de cette situation qui m'est arrivée. C'est vraiment ça, qu'au final, je sais qu'on est entrepreneur, c'est très difficile mentalement, qu'on affronte plein de problèmes, on se compare avec plein d'autres entrepreneurs. Quand nous, on n'avance pas, potentiellement d'autres personnes avancent, on n'a pas envie de voir ça, on se couvre les yeux et on a envie de percer demain. Et quand ça n'arrive pas, on est très frustré. Mais au final, peut-être que c'est pour le mieux, peut-être que là, on va peut-être percer dans 2-3 ans. Quand je dis percer, c'est notre entreprise va exploser parce que bien sûr, on travaille pour atteindre ce moment-là où on va être super rentable, on va gagner plus d'argent, on va avoir plus de demandes que ce qu'on avait avant pour pouvoir subvenir aux besoins de l'entreprise, voire plus. Donc voilà, je pense qu'on devrait se rassurer en se disant que, regardez l'exemple de cette entreprise, malheureusement, je leur souhaite pas de couler, mais je pense que c'est très tendu pour eux, et en fait il y a plein de problèmes qu'ils ont aussi qui contribuent à ça. Mais peut-être qu'on préférerait, moi en tout cas je pense que je vois un peu plus le positif de me dire que ok, peut-être que ça va prendre 3-4 ans, même plus. Je suis beaucoup de biographies de certaines stars, ça fait des dizaines d'années qu'ils travaillent, stars plutôt artistes, parce que stars on peut mettre tout et n'importe quoi dans le mot star, mais dans des artistes, généralement des musiciens, ça fait des dizaines d'années qu'ils travaillent avant de percer, et du coup on croit que nous, ils ont percé, nous qui les découvrons, on croit qu'ils ont percé du jour au lendemain, alors que ça fait des années, des dizaines d'années qu'ils travaillent pour avoir ce niveau-là et pour percer. Donc c'est juste pour vous dire que, en fait, de 1, c'est normal que ça prenne du temps, et de 2, si on perçait du jour au lendemain, peut-être que ce serait pas dans notre intérêt, comme on l'a vu avec l'entreprise pour laquelle je travaillais. Donc c'est vraiment l'apprentissage général que j'ai pu tirer de cette expérience-là. Et au niveau de l'expérience, de l'apprentissage personnel, j'ai vraiment retenu le fait que j'adore travailler en indépendant, j'adore travailler toute seule. Bien sûr, c'est cool de parfois aller au bureau, mais j'adore avoir la possibilité de gérer mon temps, de gérer mes horaires. Bien sûr, je sais que je suis quelqu'un de pas forcément bien organisé et que j'ai beaucoup de choses à apprendre et à améliorer à ce niveau-là, mais je m'en sors. Je m'en sors très bien pour l'instant. Je pourrais faire mieux, je pourrais être beaucoup plus productive. Je pourrais être beaucoup plus productive et faire mieux, et c'est ce sur quoi je travaille, mais je fais déjà bien et je m'en sors déjà bien à travailler seule. C'est sur le point pour lequel j'avais le plus peur quand j'ai eu ce travail-là et que je savais que c'était 100% toute seule tous les jours, tous les matins, soirs, t'es toute seule chez toi. Mais au final, j'ai réussi à trouver mon équilibre et vraiment travailler à distance et ne pas être forcément obligée d'aller au travail, au bureau tous les jours. C'est juste le mieux. C'est vraiment, j'adore, c'est trop bien et c'est vraiment ce vers quoi j'aimerais continuer. Là, je cherche du travail, en même temps, j'ai fait autre chose que je vais vous annoncer. Mais mon critère, c'est vraiment la possibilité d'être flexible au niveau de mes horaires et au niveau de mon lieu de travail. Je ne veux vraiment plus avoir à devoir aller dans un bureau pour l'instant. Bien sûr, ça peut changer, mais vraiment là, tout de suite, la Muriel, là, qui vient d'être diplômée, tout ce qu'elle veut, son rêve ultime, comme ça l'a toujours été depuis qu'elle s'est lancée dans sa carrière professionnelle, c'est de pouvoir voyager en travaillant, et c'est ce que j'aimerais continuer à faire parce que j'adore ça. Donc là, je mets tout en place pour pouvoir trouver quelque chose qui me permettra de voyager en travaillant. Et c'est là que vient l'idée que je vais vous dire. Je vous ai dit que j'avais une annonce à vous faire à la fin de la vidéo.
Et en fait, j'ai lancé mon site internet murieltiegang.com, allez regarder, sur lequel j'offre mes services de freelance. Donc je me propose pour travailler pour vous, avec vous. Comme je l'ai déjà fait, c'est trop bien, il y a des gens qui me suivaient sur cette chaîne, qui m'ont fait confiance, j'ai déjà, avant même de lancer mes services, qui m'ont déjà contacté et qui voulaient travailler avec moi. Je me sentais pas forcément légitime avant, je comprends pas pourquoi, parce qu'au final, ce que je fais avec vous, ça va être c'est la même chose que j'ai fait pour d'autres entreprises, mais en fait, se dire qu'on va faire ça en one-to-one, c'est différent de faire ça de personne à personne plutôt que de me dire que moi je travaille pour une entreprise. Du coup, c'est ça que j'appréhendais un petit peu, le fait de travailler avec des personnes directement, plutôt que de me dire que je travaille avec des grandes structures, des entreprises plus grandes. Mais ça m'a fait kiffer en fait. Il y a quelques personnes d'entre vous, parmi vous, qui m'ont fait confiance. J'ai commencé à travailler avec ces personnes-là et ça s'est super bien passé. Et c'est pour ça que j'aimerais continuer et que j'ai pris beaucoup plus confiance en moi. Et pour me dire que je vais lancer mes services à fond. Du coup, murieltiegang.com existe maintenant. C'est un site internet sur lequel vous allez pouvoir voir tous les services que je propose, aussi bien de la communication marketing stratégique que de la construction de business model et également du consulting, du branding également, je sais pas si je l'ai mentionné. Du coup, je fais un peu de tout tant que c'est en rapport avec l'entrepreneuriat, marketing et communication. Si vous avez besoin d'aide à ce niveau-là, contactez-moi. J'ai on peut organiser une première session de 30 minutes où on va parler de vos besoins et vraiment voir ce dont vous avez besoin avant de se lancer dans quelque chose. Je vous ferai un devis adapté à votre projet et ensuite on pourra commencer à travailler ensemble. Et ou si juste vous avez besoin de consulting, c'est-à-dire quelqu'un qui analyse un petit peu votre projet et vous donne son opinion et vous donne des outils pour pouvoir améliorer et passer vraiment un autre cap au niveau du marketing et de la communication, n'hésitez vraiment pas. Allez faire un tour sur murieltiegang.com ou juste partager à d'autres personnes à qui vous pensez que ça peut intéresser. Allez sur mon site internet, réservez une session juste d'analyse où on va discuter pour essayer de voir ce dont vous avez besoin. Et voilà. Également, je pense que le dernier apprentissage que je peux tirer de cette expérience-là, c'est vraiment le fait que le temps, c'est vraiment le bien le plus précieux qu'on a. Le fait de pouvoir vraiment travailler en tant que freelance, d'être flexible au niveau de mes horaires. C'est très bizarre, mais je sais que je travaille très bien quand c'est très tôt le matin ou très tard le soir. Quand c'est vraiment tout calme, tout vide et que voilà, il n'y a personne autour qui pourrait me déranger. Je travaille hyper bien à ces horaires-là. Et c'est cool de me dire qu'en tant que freelance, je peux très bien avancer sur des projets à ce moment-là plutôt qu'à un autre moment où je dois travailler entre 9h et 17h ou 18h. Donc voilà, c'est vraiment ces trois apprentissages-là que j'aimerais retenir de cette expérience-là. Donc à la Muriel du futur, retiens ça. Donc premièrement, forcément, les jours où t'es dans le mal et que t'es vraiment au bout de ta vie et que tu dis ouais, t'as la pire vie, tu veux que Utopia perce maintenant, dis-toi que forcément c'est pas forcément la meilleure chose pour toi que Utopia perce maintenant, parce que potentiellement tu ne saurais pas gérer le futur d'Utopia. De deux, tu adores travailler en freelance, c'est trop bien. Ça te permet de rester indépendante comme tu l'as toujours souhaité et de pouvoir voyager comme ça a été toujours ton rêve. Donc essaye de continuer dans cette voie-là, essaye de trouver d'autres clients pour continuer en tant que freelance et valorise son temps vraiment, parce que le temps c'est même pas de l'argent, le temps c'est plus précieux que l'argent. Au final, l'argent tu peux toujours en regagner, mais le temps tu peux pas en gagner, c'est plus précieux que l'argent pour moi. Donc valorise ton temps. Je suis désolée, cette vidéo est beaucoup trop longue, mais je pense que c'était assez important pour que vous ayez le contexte entier, vraiment pour que vous viviez un petit peu, que je vous fasse un retour de ce que j'ai vécu ces derniers mois-là. Parce que j'ai un peu lâché YouTube, j'ai beaucoup lâché Utopia aussi parce que c'était très intense au niveau de l'entreprise là et qu'il fallait que je fasse mes preuves et que malgré tout j'aimais ce que je faisais également, donc c'est normal. Allez faire un tour sur mon site internet, abonnez-vous à cette chaîne, je continue dans ma lancée d'être beaucoup plus régulière et partagez-la à plein d'autres personnes. Suivez-moi sur Instagram, pareil, j'essaierai d'être beaucoup plus régulière, je vais partager vraiment mon quotidien d'entrepreneur. Et voilà, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo et merci vraiment pour tout, parce que je rencontre des personnes extraordinaires grâce à cette chaîne-ci et grâce à mon aventure entrepreneuriale, et j'en suis très très heureuse. Donc merci vraiment de faire partie de ma vie. Avant j'avais l'impression que je parlais toute seule devant un téléphone, c'est toujours le cas, mais quand j'ai des retours c'est cool parce que je vois qu'il y a vraiment des gens à qui ça donne de la force, à qui ça intéresse,
à qui il y a beaucoup de messages que je reçois en mode ouais, grâce à toi je vais pas faire les mêmes erreurs. C'est cool ça, c'était vraiment cool si je peux vous aider. Donc voilà, je vais continuer à faire ces vidéos là et de manière un peu plus intensive et essayer de vous introduire un peu plus dans mon quotidien parce que je sais que c'est ça qui aide. Donc voilà, désolée pour la longue vidéo, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo plus courte j'espère. Bye.